Très heureuse aujourd'hui d'accueillir notre invitée Joanne Hamel. Elle est psychologue et psychothérapeute par l'art. Elle est spécialisée en rêves. Les rêves, on en fait tous. On est fascinés depuis la nuit des temps par ce phénomène nocturne. Il y en a qui disent qu'ils ne se rappellent jamais de leurs rêves. On a des personnes qui font des cauchemars. Joanne va nous donner des trucs pour se rappeler de nos rêves, pour y faire face également, des étapes pour passer par-dessus nos cauchemars, mais surtout trouver le message qui est envoyé par notre inconscient. C'est un thème fascinant qui est accessible à tous. Les rêves, on l'a à portée de main, on en a tous, toutes les nuits. Alors, on va décortiquer ça ensemble, démêler les mythes également derrière les rêves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner, un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Très heureuse aujourd'hui d'accueillir notre invitée Joanne Hamel. Elle est psychologue et psychothérapeute par l'art. Elle est spécialisée en rêves. Les rêves, on en fait tous. On est fascinés depuis la nuit des temps par ce phénomène nocturne. Il y en a qui disent qu'ils ne se rappellent jamais de leurs rêves. On a des personnes qui font des cauchemars. Joanne va nous donner des trucs pour se rappeler de nos rêves, pour y faire face également, des étapes pour passer par-dessus nos cauchemars, mais surtout trouver le message qui est envoyé par notre inconscient. C'est un thème fascinant qui est accessible à tous. Les rêves, on l'a à portée de main, on en a tous, toutes les nuits. Alors, on va décortiquer ça ensemble, démêler les mythes également derrière les rêves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Joanne, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, Joanne Hamel, psychologue, psychothérapeute par l'art, autrice et artiste. Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Donc, bienvenue à notre podcast. On tourne un podcast ici même dans notre clinique, le Centre thérapeutique Boréal, l'une de nos cliniques qui est située sur Bélanger. Donc, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir et de me donner cette opportunité-là. J'aime beaucoup parler des rêves, d'art-thérapie. Alors, c'est très bien. Super. Bien, écoute, c'est nous qui sommes heureux. Justement, c'est ça, on va parler des rêves, le langage de l'inconscient. Mais j'aimerais justement savoir, est-ce qu'il y a comme un commun accord dans l'univers de la psychologie qui pourrait définir c'est quoi le rêve ou à quoi ça sert? Oui, c'est certainement reconnu, à commencer par Freud. Freud qui a parlé des rêves comme de la voie royale de l'inconscient. C'est sûr qu'en psychologie, c'est reconnu comme un phénomène psychologique important, mais parfois aussi, c'est vu un peu comme ésotérique, ou c'est pas tous les psychologues qui vont utiliser le travail du rêve en psychothérapie, mais beaucoup, et certainement en art-thérapie. Parce que c'est comme l'image. En art-thérapie, on travaille avec l'image, donc c'est très, très proche. Oui. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis la personne, elle disait que, selon elle, ça sert un peu à rien, les rêves. C'est comme un construit en fonction des événements qu'on a vécus dans la journée, puis qu'on n'a pas besoin de les analyser tant que ça. Est-ce que tu dirais que ça sert à rien, les rêves? Ou... Je dirais que c'est une personne ignorante qui ne connaît pas tout ce qui est possible de faire avec les rêves. Parce qu'il y a beaucoup de fonctions, beaucoup de choses qu'on peut apprendre, de choses importantes sur notre vie. Ça contient des messages existentiels sur des aspects importants de notre vie qu'on a besoin de savoir, qui viennent des profondeurs de notre psyché. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les rêves, mais essentiellement, c'est une information qui nous arrive de ce que Jung appelait la partie sacrée de soi. Donc, c'est comme ça vient d'ailleurs, c'est pas juste notre conscient, et ça nous amène des messages tellement importants. Puis, selon toi, ça date de quand, notre fascination pour les rêves? Est-ce que ça a toujours été... Oui. Ouais. On voit des rêves consignés depuis toujours. On en trouve dans l'Antiquité. Dès qu'il y a un système de communication, on parle des rêves. Là. C'est depuis toujours, effectivement. Donc, tout le monde rêve?
Tout le monde rêve, c'est pas tout le monde qui s'en rappelle, mais tout le monde rêve, ça c'est sûr, 3 à 4 fois par nuit, dans une période spécifique qui s'appelle la période REM, en anglais c'est Rapid Eye Movement. C'est quand les yeux bougent, c'est le moment où on est en train de rêver. Fait que quand tu dis qu'on rêve 3 à 4 fois par nuit, c'est 3 à 4 rêves différents? 3 à 4 périodes de rêves différents. Il peut y avoir plusieurs rêves dans une même période. Les périodes de rêve sont plus longues le matin. Plus on avance vers le matin, plus les périodes sont longues et plus on a la chance de s'en rappeler aussi. Puis comment qu'on fait pour s'en rappeler de nos rêves? Y a-t-il comme des trucs? Ben oui, il y a des moyens. Le principal, c'est de mettre notre cadran 15 minutes avant le moment où on doit se lever pour avoir le temps de simplement rester dans notre lit, porter attention à comment on se réveille, comment on se sent, émotionnellement ou physiquement même, et de ne pas penser à ce qui nous attend dans la journée, nos préoccupations, juste rester présent à comment on se réveille, dans quel état. Et là, les rêves vont revenir en commençant par le dernier rêve, en commençant par la fin du dernier rêve, le milieu, le début, le rêve précédent, et ainsi de suite. Si on s'en rappelle toujours pas, il y a moyen. Moi, je recommande d'avoir un crayon, un papier à côté de notre lit. Et sachant que quand on se réveille à partir d'un rêve. Donc, c'est facile de prendre le crayon de papier, écrire 3-4 mots, sans même allumer la lumière, et puis on se rendort. Et le lendemain, quand on relit ces mots-là, généralement, on se rappelle de nos rêves. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que quand on se réveille le matin comme naturellement, c'est parce qu'on était en train de rêver ou... Toute la nuit. Toutes les fois qu'on se réveille la nuit, il y a probablement un rêve qui précédait notre réveil. Ah, c'est intéressant. Moi, ça m'arrive des fois le soir de commencer à comme m'endormir. Oui. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle de mon rêve de la veille. Oui, ça, c'est parce que, c'est une autre méthode d'ailleurs, c'est parce que les rêves nous reviennent dans la position dans laquelle on les a rêvés. Alors, une chose qu'on peut faire aussi le matin, c'est de changer de position, prendre toutes les positions dans lesquelles on sait qu'on dort, parce que les rêves vont remonter comme une bulle. Et c'est assez fascinant parce que ça se passe tout seul, là. On change de position, puis oups, il y a une image qui nous revient. Donc, le soir, on reprend la même position dans laquelle on a dormi. Alors là, ça se peut que le rêve revienne. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a des sortes de rêves? Est-ce qu'on peut comme les classifier, mettons? Ah ben oui, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de rêves, oui. La plupart du temps, ce sont des rêves symboliques, c'est-à-dire des rêves qui n'ont ni queue ni tête, à toute fin pratique, Oui. qui se finissent pas, généralement, qui sont pas rationnels, qu'on comprend pas au moment du réveil, qui ont l'air simplement étranges, bizarres, donc les rêves symboliques. Il y a des rêves lucides. Les rêves lucides, c'est quand on sait qu'on est en train de rêver. Et là, on peut décider qu'est-ce qu'on va faire de ce rêve-là, qu'est-ce qu'on va visiter ou des nouveaux comportements peut-être qu'on va tenter de développer. On décide vraiment ce qu'on veut faire avec ce rêve-là. Tu es conscient que tu es en train de rêver, puis tu restes dans ton rêve, puis tu dis, ben je vais en profiter, je vais aller... Oui, le seul danger, c'est d'être tellement excité, d'être dans cet état-là qu'on se réveille. Oui. Mais avec l'habitude, on peut apprendre à rester dans l'état de rêve. C'est vraiment il y a intéressant. plein d'autres rêves, des rêves prémonitoires où on voit le futur et ça, vous vous demandiez si ça existait vraiment. Ben Ouais, oui, c'est ça existe ça. vraiment. Puis j'ai un exemple. J'ai une étudiante en art-thérapie qui a rêvé elle vivait à Montréal, elle rêvait qu'elle allait à Québec. Elle rencontrait un homme qui devenait son copain. Et elle ne le connaissait pas du tout, ni dans l'INEM, ni dans la vie réveillée, ni dans le rêve. Et elle l'a rencontré dans la vie éveillée, c'est devenu son conjoint. Incroyable. Oui, donc ça existe aussi. Toutes sortes de rêves. J'en parle dans mon livre là, sur les rêves, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des rêves spirituels, où on rencontre des entités spirituelles qui viennent nous donner des conseils ou nous soutenir. Des rêves de guérison, où il y a même des gens qui se réveillent guéris le matin de quelque chose qui les afflige. Oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, ou ça peut être aussi que dans le rêve, on dit à la personne comment faire pour se guérir, ou comment faire pour guérir quelqu'un d'autre en lui donnant l'information. Mais il y en là, a beaucoup. Des rêves, c'est pas toujours agréable. Il existe également des cauchemars.
Qu'est-ce qui explique qu'on ferait des cauchemars? Puis est-ce que c'est autant utile, mettons, que les autres? C'est même plus utile. C'est un des rêves, des types de rêves les plus importants. Moi, maintenant, quand j'ai un cauchemar, je me réveille en disant « Hé, j'ai un cauchemar, quel cadeau! » Parce que ce sont des percées importantes de l'inconscient qui viennent nous dire quelque chose dont on a vraiment besoin. Ça révèle habituellement une ressource manquante, quelque chose qu'on ne se donne pas accès, mais dont on a besoin pour faire face à un défi dans notre vie actuelle. Et pourquoi c'est aussi terrible, c'est que le rêve va nous faire mourir de peur pour nous dire « faut que tu portes attention à telle chose ». Oui, parce qu'un cauchemar, c'est effrayant, là. Puis quand Oui. on le raconte après, on se sent un peu, des fois, comme c'est un peu banal, tu sais, mais pourtant, l'émotion est forte, est présente. Oui, On se réveille absolument. bouleversé. Et c'est pour nous dire « il faut porter attention à tel aspect de notre vie ». Donc, c'est parmi les rêves les plus importants à travailler pour les comprendre. Puis c'est vrai que ça fait du sens parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'ils ont des cauchemars récurrents. Oui. Oui, les rêves récurrents, cauchemars ou non, c'est des rêves dont on n'a pas encore compris le message. À partir du moment où on a compris le message, ils ne reviennent plus. Autant les rêves qui ont l'air banals, mais qui sont récurrents, que les cauchemars. Dès qu'on a compris le message, ça va, ils ne reviennent plus. Donc, c'est particulièrement important. Ça fait partie des rêves les plus importants aussi, les rêves récurrents. Ou les séries de rêves. Les séries de rêves, c'est le même thème, ça ressemble, mais à chaque rêve, il y a quelque chose de plus qui se développe. Oui, un petit élément de plus. Là. Oui, c'est ça. On avance vers quelque chose. Donc, c'est la même série. On voit les mêmes thèmes, les mêmes personnages, les mêmes lieux, des fois, ou les mêmes objets, mais il y a quelque chose qui se déroule, qui avance. Puis, ça serait quoi comment est-ce que tu expliquerais quand on rencontre des personnes dans nos rêves? Tu sais, mettons des gens qui disent qu'ils ont rêvé à leur ex ou qui ont rêvé à un collègue. Est-ce que c'est vraiment à l'ex qui rêve ou au symbole que la personne représente? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont personnifiées dans nos rêves? Bien, dans l'approche qu'on appelle Gestalt, qui est une approche en psychologie, on considère que tous les personnages et même tous les objets, les animaux, les paysages, tout ce qu'il y a dans le rêve sont des parties de nous. Donc, a priori, même les personnes qu'on connaît qui apparaissent dans nos rêves, ils représentent des parties de nous qui sont plus inconscientes. Ça peut être des parties de nous totalement inconscientes, ça peut être aussi comment on ressent la relation avec cette personne-là. Mais ce n'est pas la vraie personne. Okay. Sauf si on rêve à quelqu'un de décédé. Là, j'ai la croyance que ça se peut que ce soit la vraie personne qui nous parle de l'au-delà, parce que j'ai tellement de gens qui m'ont rapporté avoir rêvé à quelqu'un qui vient de décéder et d'avoir le sentiment que c'est vraiment cette personne-là qui leur parle et qui leur donne un conseil ou qui leur donne quelque chose en héritage. Donc, moi, je me fie sur le fait que beaucoup de personnes le ressentent de cette façon-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les personnes qui ont rêvé à des personnes qui étaient décédées, souvent, c'était comme une autre forme de rêve, un peu. Oui, il y a un ressenti qui est différent. C'est différent, oui. Ouais. Fait que là, si tu me dis que je rêve, disons, à une amie, c'est pas nécessairement à cette amie-là, mais plus comment est-ce que je me projette dans la relation? Comment je projette une partie de moi que je connais mal dans cette personne-là parce qu'elle a cette qualité-là ou cette caractéristique-là. Donc, comme le rêve vient nous apporter plein d'éléments que je connais plus ou moins, qui sont plus ou moins conscients, ils sont effectivement projetés dans d'autres personnes, des animaux, des objets. Donc, je peux regarder qu'est-ce qui est de moi qui est projeté dans cette personne-là. Après, représenter la maternité, par exemple, ou le succès, ou... Oui, des choses plus spécifiques, généralement, le succès peut-être, mais qu'est-ce qui fait le succès de cette personne-là, par exemple, et qui est un potentiel que j'ai aussi, qui est dans moi aussi, mais que j'ignore. OK. Puis, tu disais que les cauchemars étaient une porte vers la transformation intérieure, oui, mettons. Très important.
Est-ce qu'il y a des rêves qui sont plus banals que d'autres, tu sais, qui sont pas sujets à transformation, qui vont plus être une façon de se rappeler les choses de la journée, ou tu sais, parce que souvent on va voir qu'on va intégrer, ah, je rêvais que j'ai fait un barbecue puis tout, ah, mais c'est sûr la veille j'ai été à un barbecue, tu sais. Oui. Les rêves clairs sont des rêves qui ressemblent beaucoup à notre vie quotidienne, mais généralement, ils vont juste apporter un élément auquel on n'a pas porté attention durant notre vie consciente. Par exemple, ah oui, c'est vrai, quand telle chose s'est passée, je me suis sentie blessée, puis je n'ai pas pris conscience. Ça peut être ça. Mais ça représente bien des activités quotidiennes, le rêve clair. Mais généralement, j'ai oublié une partie de la question. Est-ce qu'il y a des rêves qui sont plus tu sais, banals que Ah oui, d'autres, oui. dans le sens... Quand les gens me disent « Ah, je ne veux pas travailler ce rêve-là, il est trop banal », je leur dis « C'est lui qu'on travaille. » Ah ouais, hein? Ah oui, parce que souvent, ils vont porter quelque chose d'important. Ils ont tous quelque chose d'important. Mais c'est sûr que le cauchemar, le rêve récurrent, je vais recommander de ne Oui. pas passer à côté. Puis comment est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser aux rêves dans ta pratique? Est-ce que c'était dès le début? Et ça remonte à longtemps parce que c'est aussitôt que j'ai commencé à étudier en psychologie en 1972 que j'ai pris connaissance des rêves et de tout ce qu'on pouvait travailler puis comprendre à partir des rêves que là, je me suis mis à m'intéresser aux rêves, que j'ai des piles et des piles de journaux de rêves. J'ai écrit mes rêves, je les ai travaillés. Et puis, rapidement est venu le désir d'écrire mon premier livre sur les rêves parce que n'existait à l'époque que des dictionnaires de rêves. Genre, C'est vrai. tu rêves à telle chose, ça veut dire telle chose, mais c'est de la foutaise. C'est ça, hein? C'est de la C'est quoi ton foutaise. opinion sur les symboles, tu sais, les dictionnaires de symboles, de Ça, rêves? c'est bien. Les dictionnaires de symboles, c'est bien. Beaucoup mieux parce que ça va donner plusieurs significations possibles. Et là, on lit les différentes significations dans différentes cultures. Et selon, tiens, cette façon-là de voir ce symbole-là me parle, là, ça peut me donner un indice que peut-être c'est ça pour moi, la signification. Mais c'est jamais comme de les travailler soi-même pour arriver à une certitude intérieure. Ça veut dire que je ressens vraiment, ça clique là. Je ressens vraiment que c'est ça que ça veut dire pour moi. Et c'est ça, analyser, pas analyser, j'aime pas le mot, mais parce que c'est trop rationnel, mais élucider la signification d'un rêve, c'est d'arriver à une certitude intérieure par rapport à qu'est-ce que le rêve est venu me dire. Je le ressens comme vrai et comme je ressens cette signification-là comme réelle et vraie pour ma vie. Donc, les dictionnaires de rêves qui sont comme, ben, quand tu rêves c'est parce que tu perds tes dents, tu rêves qu'en fait, il y a quelque chose qui va arriver. Ça n'existe pas pour toi. Non. Et même si c'était vrai, ça amène pas la certitude intérieure. Ça, comme ça reste une possibilité, une hypothèse intellectuelle, mais je l'ai pas ressentie. Donc, c'est pas utile. Donc, tu as dû en entendre des rêves dans Oui. Dans ta pratique de, Oui. de psychothérapeute parlant. Oui. Est-ce que tu as des exemples qui t'ont marqué, que tu pourrais nous partager, de rêves qui ont vraiment participé au processus de la personne? Je pense à une cliente que j'ai là, depuis quelques années qui est proche de 80 ans. Et elle est venue me voir parce qu'elle faisait des cauchemars terribles. Et à tel point qu'elle tombait en bas de son lit puis qu'elle risquait de se blesser. Et elle ne comprenait pas d'où ça pouvait venir, quel était le sens de ça. Donc, elle a décidé de faire une démarche en thérapie pour ça. Et on s'est rapidement rendu compte que son enfance avait été très, très, très difficile, avec une mère narcissique, sadique, avec 8 enfants dont elle était la plus jeune, mais c'est elle qui s'occupait de tout le monde, au point de vue psychologique. C'était comme elle qui semblait être la plus forte au niveau psychologique, et elle s'est occupée de tout le monde et même de sa mère. Mais elle a vécu quelque chose de terrible à travers ça. Et elle ne le savait pas. C'est une femme, une professionnelle très appréciée, qui a fait toute sa carrière dans différents milieux, universitaires, toutes sortes de milieux différents. Et en travaillant ces rêves-là, ben, elle a compris que c'était ça que ça voulait dire, que son enfance était beaucoup plus pénible que ce qu'elle avait cru.
Mhm. On a élucidé peu à peu tout son vécu avec sa mère, avec ce milieu social-là. Les rêves sont disparus, les cauchemars sont disparus assez rapidement après quelques rencontres, mais ils revenaient régulièrement. Il revenait si elle voyait quelqu'un de sa famille avec qui ça avait été difficile, ou il revenait si elle se mettait à se juger ou à se dire des bêtises intérieurement selon les mots qu'elle avait entendus de sa mère ou de ses frères et sœurs, parce que c'est resté marqué. Là, les cauchemars revenaient. On a fini par comprendre que c'était ça. Maintenant, ah oui, les cauchemars, c'était qu'elle se retrouvait dans des catacombes sous le sol et qu'elle n'arrivait jamais à trouver la sortie. Maintenant, elle fait de nouveau, de temps en temps, ces cauchemars-là, mais elle trouve la sortie. Donc ça, pour elle, là, c'est immense, là. Ouais. C'est vrai que c'est un thème, je trouve, qui revient quand même souvent, ça, de se sentir perdu, de pas trouver la sortie, de pas prendre le bon chemin. Moi-même, chez mes clients, c'est quelque chose que j'entends souvent, là. Je me suis trompée d'autobus, je savais pas la route sur laquelle je m'étais retrouvée. C'est quand même intéressant comme thème, tu sais. Absolument. C'est comme il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié, qui a besoin d'être compris pour pouvoir justement trouver son chemin, quelle est la bonne direction, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, la bonne décision. C'est exactement ça, c'est de se sentir perdu. Puis quelqu'un qui viendrait dans ton bureau pour consulter, toi, tu utilises l'art comme médium. Oui. Ça ressemblerait à quoi, quelqu'un qui veut travailler sur son rêve, artistiquement parlant, dans ton bureau, par exemple? Bien, souvent, on va le faire en 2 dimensions, c'est-à-dire sur papier, avec des médiums 2 dimensions comme pastel à l'huile, pastel sec, de la gouache, parfois de l'aquarelle, peinture à doigts, tout ce qui est 2 dimensions. Parfois, on va utiliser aussi d'autres types de médiums 3-dimensionnels, comme on peut faire un masque. On peut utiliser le jeu de sable, hein, qui est un bac en bois de forme rectangulaire qui est peint en bleu, dans le fond, pour simuler de l'eau, rempli de sable et dans lequel on pose des miniatures. Donc, on peut représenter le rêve dans le jeu de sable avec des miniatures. On peut créer un objet en argile ou avec un ensemble d'objets naturels en 3 dimensions. Des fois, les gens vont faire un manteau de rêve, c'est-à-dire vont créer carrément un manteau sur lequel ils vont représenter différents symboles de rêve. Et tout ça prend un sens avec l'ensemble des symboles qui sont représentés là. Donc, il y a toutes sortes de façons de travailler le rêve. Le plus important, c'est que la personne elle-même choisisse le médium avec lequel elle est à l'aise ou qui, pour elle, représente bien la signification, l'atmosphère du rêve ou le ressenti du rêve. Ouais. Ou un médium qui correspond bien au contenu du rêve. C'est quoi l'avantage que tu vois, toi, d'utiliser l'art comme médium pour élucider les rêves versus être assis puis en parler? La personne elle pourrait te raconter son rêve, par exemple, juste verbalement, tu sais. C'est quoi le plus-value? Ça change beaucoup de choses parfois, parce que quand on dessine les choses qu'on raconterait, là, les objets qu'on a vus, les personnes qu'on a vues, mais la façon de le dessiner va amener des informations qu'on n'aurait pas perçues juste en racontant. C'est sûr qu'on n'arrive jamais à représenter un rêve exactement de la façon dont on l'a vu, parce qu'on n'est pas artiste, et même si on est artiste, on n'arrive pas à représenter le rêve exactement comme on l'a vu. Mais c'est pas important, parce que la façon dont on le dessine ou qu'on le crée contient toutes sortes d'informations symboliques par l'utilisation des médiums, les couleurs, les lignes, les formes, le mouvement, etc. Donc, ça donne toutes sortes d'informations que des fois, on n'aurait pas vues juste en le récitant. Et je vais vous donner un exemple. Une personne dessine un objet dans un rêve et en le dessinant, on voit tous les deux que ça ressemble à un mandala. C'est sûr qu'on n'aurait pas perçu ça juste en le racontant verbalement avec des mots. Et ça la connecte exactement à une partie d'elle plus spirituelle, parce que le mandala, hein, c'est un symbole universel. C'est habituellement un cercle divisé en 4, en 8, en 16, etc.
Et on en trouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures et même chez les hommes des cavernes. Donc, c'est un symbole universel qui nous connecte à notre partie spirituelle. Donc, pour elle, ça a eu cet effet-là. J'ai eu une expérience moi-même où est-ce que j'ai travaillé un rêve à un moment donné, puis leur thérapeute m'avait dit, ben il faut que tu choisisses comme une scène à représenter, un moment du rêve. Oui. Puis un peu comme tu disais tantôt, le plus banal, ben c'est lui qu'il faut travailler. Elle dit la partie du rêve qui te paraît la plus weird ou pas rapport ou qui fait pas de sens dans le rêve. Puis dans mon rêve, j'allais me marier, j'avais une robe de mariée, mais là, j'étais désespérée à l'idée qu'il fallait que je rase mes jambes. Fait que là, je me promenais dans le rêve, où il fallait que je me trouve un lavabo. Fait que là, j'étais tout en train de soulever ma robe de mariée, je mettais ma jambe sur le lavabo, il fallait que je rase mes jambes. J'ai dessiné cette partie-là où est-ce que je levais ma jambe, puis je rasais mes jambes. Puis justement, à la fin, dans le dessin, quand on regardait le dessin, alors que je dessine quand même bien pour monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire de façon assez réaliste. Au final, le rasoir, l'angle que j'avais donné, ça faisait comme si j'avais les mains liées, puis que ça faisait comme un boulet, en fait. Fait que ça a été super intéressant sur la relation que j'avais à l'époque, qui, on se doute, n'était pas la plus saine. J'imagine que non. J'imagine que tu t'es pas mariée avec lui. Je suis pas mariée avec. Mais c'était vraiment intéressant que, tu sais, au final, c'était... Toute la forme que ça a pris, c'était complètement différent, puis ça nous apparaissait évident pour toutes les deux que c'était un boulet puis que j'avais les mains enchaînées, tu sais. Exactement. Ça donne... T'aurais jamais eu cette information-là de juste décrire que tu étais en train de raser tes jambes. Là. C'est ça. Puis c'est ça, ça n'avait aucun lien avec le rasage de jambes, finalement. Là, c'est ça. Ouais. Super intéressant. Ouais. Qu'est-ce que quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, là, il a envie là, de faire un travail de rêve, mais souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah, moi, je me rappelle jamais de mes rêves. » Tu sais, tu as donné des petits trucs tantôt, mais est-ce qu'à la maison, on peut commencer à faire un travail soi-même sur ses rêves? Bien, absolument. Je voulais écrire mon livre sur les rêves parce que je trouvais que c'est une façon de s'aider soi-même, qu'on n'a pas besoin nécessairement de quelqu'un en thérapie qui nous aide à trouver le sens si on connaît les façons de comprendre son rêve, de le travailler pour le comprendre. Maintenant, parfois, on a besoin d'être accompagné, ça c'est certain, là, mais il y a beaucoup qu'on peut faire par soi-même. Ce que je recommande, le plus facile, là, il y a beaucoup de méthodes, là, mais le plus facile, c'est d'utiliser justement la Gestalt. Comme c'est des parties de nous qui sont projetées sur des objets, des personnes, des animaux, d'imaginer qu'on est cette personne-là, ou cet objet-là, ou cet animal-là, d'écrire en je, au temps présent, je suis cet animal qui fait telle chose, qui se prépare à chasser, qui se sent de telle façon, qui a cette apparence, etc., et on écrit un bon paragraphe pour chacun des objets, des personnages ou des animaux. Et quand on écrit quelque chose qui semble sonner une cloche, qui nous parle de quelque chose une partie de notre vie, une partie de notre vécu, on souligne. Et à la fin, on ramasse tous les passages soulignés et on se demande, bien, vers quoi ça pointe comme message existentiel, comme message sur ma vie? Et ça semble difficile, mais c'est assez facile. C'est assez facile à trouver le message par soi-même. Les gens pensent que ça prend un expert pour comprendre nos rêves, mais c'est pas vrai du tout. Ça prend de connaître les méthodes pour comprendre, pour travailler le rêve. Est-ce qu'alors, je pourrais me coucher le soir puis poser une question à mon inconscient en espérant que j'ai une réponse dans mon rêve? Est-ce qu'on peut interroger ces rêves? Oui, ça s'appelle des rêves d'incubation. OK. La technique, c'est de se coucher en nommant une phrase brève, au temps présent, concise, claire sur ce que j'ai intention de faire. Par exemple, cette nuit, je vole dans mes rêves. Cette nuit, je rencontre telle personne dans mes rêves. Très, très bref et très précis. Et on se la répète en s'endormant, avant de s'endormir. La signification, le rêve ne viendra pas nécessairement la première journée. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois parfois, mais on continue. On continue de se le répéter avant de s'endormir. Et on travaille le rêve parce que la réponse peut être dedans, même si ça n'a pas l'air d'être dedans. Mm-hmm. Oui, elle va peut-être pas être reçue de la façon qu'on pensait la recevoir, la réponse. C'est ça, elle sera peut-être pas claire, ce sera pas écrit en toutes lettres dans notre rêve, ceci est la réponse à ta question.
c'est ça. Mais en le travaillant, ben, on peut voir que, ah, ben oui, c'est ça le sens, puis c'est ça ma solution Puis ou ma pourquoi de base c'est réponse. si compliqué? Tu sais, pourquoi que notre inconscient ne nous donnerait pas une réponse claire? Pourquoi ça fonctionne tout le temps par des symboles? Puis... Ben, parce que c'est des parties de nous, justement, qui sont inconscientes, donc à laquelle on résiste. Hmm. Pour toutes sortes de raisons, hein. On peut avoir appris que certaines parties de nous sont pas acceptables, qui sont négatives, euh, qui socialement pas recevables. On a toutes sortes d'objections à toutes sortes de parties de nous pour toutes sortes de raisons. Et donc, c'est codé. C'est codé en symboles qu'on a à décoder. Qui vont comme nous paraître plus acceptables, finalement, qu'on va être capable de recevoir. En le travaillant, Oui. oui, on n'est pas nécessairement le plus capable de le recevoir. Des fois, on travaille le rêve, on n'arrive pas à trouver la réponse parce que c'est Mhm. trop difficile à accepter ou à voir. Mais généralement, on trouve la réponse. Mhm. Tantôt, tu parlais de rêve prémonitoire. Oui. Est-ce que ça existe ou c'est comme plus des projections de notre intuition ou comment est-ce que tu expliques ça? Pour l'expliquer, je suis pas capable de l'expliquer. Je sais juste que ça existe parce que j'en ai vu plusieurs exemples à travers ma pratique. Euh, Mais c'est ça, c'est un mystère, hein? Ouais. Ça parle un peu de notre inconscient collectif. C'est une connexion avec l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il y a notre inconscient personnel qui est les choses qu'on a niées, réprimées, oubliées dans notre vie. Mais l'inconscient collectif, c'est Jung qui parlait de ça, Carl Jung, qui disait on est aussi connecté avec des symboles universels, des symboles humains qui appartiennent à tout le monde. Et ça nous connecte à des significations qui vont au-delà de nous. Mhm. Alors, il y a des personnes qui vont avoir régulièrement des rêves prémonitoires, d'autres peu, pas souvent, d'autres pas du tout. Mais généralement, on peut en trouver quand même un ou deux dans l'ensemble de notre vie, certainement. On peut prévoir avoir un avertissement que telle personne va décéder, qui est proche de nous, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça existe, mais on ne peut pas l'expliquer. Il y a d'autres types de rêves aussi qui sont plutôt... qui font appel à des hors sens, là, comme des rêves... on rêve de quelque chose qui est en train de se passer. Je rêve à une avalanche, puis j'apprends le lendemain qu'il y a eu une avalanche exactement dans le milieu de la nuit, Ouais. au moment où j'ai rêvé. Donc, il y a toutes sortes de rêves comme ça qui dépassent nos fonctions conscientes. Ouais. Mais on ne peut pas l'expliquer. Ça m'est arrivé, j'avais un travail étudiant, je travaillais dans un magasin et j'ai rêvé que le magasin allait se faire voler. Puis le lendemain, j'en ai parlé à une de mes collègues. Puis là, je la vois qui devient comme blanche. Oui. Parce qu'elle dit, j'ai fait le même rêve que toi. Oh! Ah oui, ça arrive aussi. Des Mais rêves comme partagés. ce qui était fou, c'est que c'est dans une autre perspective. Donc, moi, je voyais, comme disons, à l'ouest, la porte. Elle voyait de l'autre côté de la porte. Puis la porte, elle s'ouvrait et elle me voyait dans le rêve. C'est comme si on avait Oui. deux caméras différentes. Oui. C'était incroyable. Puis le magasin s'est fait voler. Oui. On capotait. Oui, des rêves partagés, hein? C'est des rêves où on fait le même rêve, on est dans le même rêve aussi. Ça arrive aussi. Ouais, c'est fascinant. Puis, tu sais, il y a des personnes qui prennent des décisions quand même majeures après des rêves. Est-ce que, selon toi, on devrait, tu sais, être à l'affût des messages de nos rêves? Parce que ça peut être assez fort pour nous guider dans des choix majeurs de notre vie? Bien, absolument. Absolument. C'est même très important d'y porter attention parce que ça peut nous éviter beaucoup de difficultés. Pour moi, les rêves, c'est la source la plus solide d'informations que je peux avoir sur moi-même et sur ma vie. Ah ouais? Absolument. Maintenant, je dirais, avant de se fier à ses rêves, prendre une décision, de s'habituer à les travailler. Parce qu'on peut les comprendre, que ce ne soit pas le bon message. Oui. Si on fait juste faire des associations d'idées, on n'aura pas nécessairement le bon message. Il faut les travailler pour aller chercher le ressenti émotif. Il y a la Gestalt, mais il y a bien d'autres méthodes là, que ce serait trop long d'expliquer, mais il y a moyen de vraiment atteindre la certitude intérieure. Et ça, bien, c'est une pratique. Hein? C'est une pratique que je recommande que les gens s'habituent à travailler le rêve puis comprennent comment ça fonctionne.
J'aimerais vous donner un magnifique exemple que j'ai vécu moi-même là, sur une décision majeure que j'ai prise. Alors, quelques mois avant que je me marie, j'ai eu le même rêve à tous les 2 mois. Je rêvais que je me mariais avec un de mes anciens copains. Et dans le rêve, c'était toujours, ça marchait pas, il y avait toujours quelque chose qui arrivait, que ça fonctionnait pas. Et le rêve finissait que j'entendais une voix qui me disait « Mais non, tout est correct, c'est pas avec lui que tu te maries, c'est avec Mario. » Et après 2 mois, je recommençais à me dire « C'est-tu vraiment la bonne personne? » J'avais le même rêve. J'ai fait ça 3-4 fois. Et là, ben, ça fait plus de 40 ans qu'on est ensemble. Donc, c'était la bonne décision. Avec Mario. C'était la bonne décision. C'était la bonne décision. Est-ce que ça s'applique aussi aux enfants un peu, ce dont on parle là? Les enfants qui ont des rêves, est-ce qu'ils ont des choses à travailler? Est-ce qu'il y a un message à retirer de leurs rêves également? Moi, je ne travaille pas comme ça parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils ne fonctionnent pas par insight, ils n'ont pas une connaissance, ils ne peuvent pas travailler beaucoup leur psyché. Moi, je travaillerais plutôt en faisant faire un conte aux enfants, en faisant dessiner. Et si c'est un rêve d'anxiété ou un cauchemar, là, c'est très important de travailler en demandant à l'enfant d'abord le rassurer et puis demander à l'enfant s'il y a un monstre dans la chambre, bien, où est-ce qu'il est? Le croire, hein? Ne pas lui dire « Non, non, il n'y a pas de monstre ici. » là. Oui. On le croit. Parce qu'il y en a un monstre. Il y en a un monstre, oui. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le garde-robe? Est-ce qu'il est en dessous du lit? Et selon là où il est, comment on peut faire pour l'empêcher d'entrer dans la chambre ou de venir te faire peur? Alors, on peut mettre une clôture imaginaire avec l'enfant lui-même. Il peut mettre une clôture autour de son lit. Il peut barrer la porte du garde-robe à sa façon. Donc, ça doit être lui qui doit trouver la solution. Et là, ça fonctionne parce que le monstre, c'est une créature de son imaginaire. Et la meilleure façon de le contrer, c'est avec l'imaginaire aussi. Fait que là, quand l'enfant il se réveille en plein milieu de la nuit, « Maman, j'ai fait un cauchemar, j'ai peur et tout. » Il va pas le dire comme ça, il va crier. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était pour la santé auditive de nos auditeurs. Oui. Il va hurler, là, souvent de sa chambre. S'il réussit à avoir son petit courage d'amener son oreiller, il va venir à notre lit, tu sais. Oui. Mais là, on dit pas comme, ben non, il n'y a rien à avoir peur, c'est juste dans ta tête. On le raccompagne, puis on essaye de... Oui, on rassure en disant, ben maman est là, je vais acheter avec toi, tu es en sécurité, mais dis-moi où est-ce que ça se passe, où est-ce qu'il est le monstre, ou bien trouver une solution, trouver une fin de rêve différente avec l'enfant. Mais je travaillerai pas en essayant de trouver le sens comme tel. Non, c'est ça. Puis est-ce que c'est la même chose pour les terreurs nocturnes? Tu sais, pendant un certain âge, les enfants ont des terreurs nocturnes. Ils ont l'air là, vraiment épouvantés, sont comme dans une espèce de transe. On peut pas vraiment les sortir de là. À ce moment-là, c'est juste les rassurer parce qu'ils n'auront pas de contenu non plus. Ouais. Généralement, ils ne pourront pas dire « il se passait telle chose » ou « il y a tel monstre » ou « il y a telle personne ». Ils vont juste être terrifiés. Donc, la seule chose, c'est juste les rassurer, tout simplement, en les prenant dans nos bras, des choses comme ça. Est-ce que le somnambulisme, c'est dans la catégorie d'une expérience de rêve aussi ou c'est complètement autre chose? C'est une perturbation du sommeil. C'est un rêve qui est agi. C'est tout ce que je peux en dire. Je ne connais pas beaucoup le somnambulisme, mais c'est considéré comme une perturbation du sommeil. Perturbation du sommeil. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont, pour différentes raisons, une incapacité à rêver sur médication ou des conditions de santé? Les médicaments peuvent avoir un certain effet qui fait que c'est plus difficile d'avoir accès à nos rêves. Je ne pourrais pas vous dire lesquels exactement, mais je sais que ça existe. Autrement, je vois pas. Je connais pas tout, là. Mais... Est-ce que tu peux nous parler de ton livre un petit peu ou de tes livres que tu as écrits? Ça serait pour quel genre de personnes? Qui serait intéressé à acheter ces livres-là? Bien, j'ai un livre en français qui s'appelle « Rêve, art-thérapie et guérison de l'autre côté du miroir ». Et celui-là, j'en ai parlé quelques fois là, pendant la rencontre.
Ça parle des différents types de rêves, de comment faire un journal de rêve, de comment faire des rêves lucides et surtout les méthodes pour travailler les rêves. Les méthodes avec la Gestalt, avec l'approche jungienne, avec plusieurs méthodes différentes, puis avec évidemment le dessin, la peinture, différentes méthodes avec le dessin. Donc ça, c'est quelqu'un qui voudrait observer ses rêves, mais sans être accompagné nécessairement par un professionnel. Et les travailler par soi-même, savoir comment les travailler par soi-même. Donc il doit s'équiper avec du matériel d'art à la maison. Puis, Oui, absolument. Puis c'est simple, c'est très accessible, écrit de façon claire et concise, donc c'est très abordable. J'en ai écrit un autre sur les rêves et l'art-thérapie qui s'appelle Rêves, cauchemars et art-thérapie, mais en fait, c'est Dreams, Nightmares and Art Therapy. Il est en anglais. Il est en anglais. Il est juste en anglais. Je n'ai pas encore trouvé d'éditeur en français. Donc, celui-là, il est juste en anglais chez Routledge. Donc, mais il donne plus de méthodes à utiliser avec l'art-thérapie, comme c'est dans celui-là que je vais parler des contes, du masque, du jeu de sable, du fabrication d'objets. Là-dedans, j'ai un chapitre sur le cauchemar. J'ai un chapitre aussi... le chapitre sur le cauchemar donne 5 étapes pour arriver à ne plus faire de cauchemars, diminuer leur intensité, leur fréquence et ne plus en avoir. J'ai aussi un chapitre... 5 étapes. Oui. Peux-tu nous parler des 5 étapes? On a-tu le droit d'avoir un spoiler? Oui, je vais faire ça, mais je vais juste rajouter Oui. qu'il y a aussi un chapitre sur quoi faire quand on a des piles et des piles de journaux de rêve Oui. depuis 20, 30, 40, 50 ans. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qu'on peut faire avec Comment ça. les utiliser, là? Comment les utiliser. Oui. Alors, les 5 étapes. J'espère que je vais m'en rappeler, mais ça devrait, parce que je l'ai écrit. La première étape, c'est de faire un sketch rapide de l'émotion intense qui nous a réveillés. Parce que c'est ça, la définition d'un cauchemar, c'est un rêve qui nous réveille. Sinon, c'est un rêve d'anxiété, mais s'il nous réveille, là, on parle d'un cauchemar. OK. Et c'est toujours une émotion intense, difficile, négative. Et on veut pouvoir se rendormir. Donc, juste faire un sketch rapide du ressenti de terreur, de peur, de dégoût, de tristesse. Souvent, généralement, c'est assez pour se rendormir. Ça, donc là, tu as un petit pad à côté de Oui. toi. Quelques crayons. Tu te réveilles en panique. Donc là, déjà, on apprend. En tout cas, moi, j'apprends. Tout le monde ici. Moi, j'apprends que quand on se réveille, c'est un cauchemar. Oui. Mais quand le lendemain matin, je me dis, j'ai mal dormi, j'ai fait des rêves weird, là, c'est pas vraiment des cauchemars, c'est des rêves d'anxiété. Peut être possiblement d'anxiété ou simplement symbolique. Super intéressant. Fait que là, je me réveille en panique. Je prends mon petit truc, mon sketch, puis je sketch ce que je vis en ce moment, mon angoisse. Le ressenti, l'émotion. Je donne une forme, une image, une couleur. Même pas. Juste des lignes. Des lignes. Juste un sketch rapide. Mais ça peut être ça, si c'est ça qui vient, là, quelque chose de figuratif, mais généralement, juste des lignes qui vont représenter... Parce qu'une émotion, c'est abstrait. Donc, c'est généralement plutôt des lignes que quelque chose de figuratif. Oui. Des lignes, des mouvements, des couleurs. Donc, on représente rapidement et on est capable de se rendormir habituellement. Le seul problème, c'est que si je ne le travaille pas parce que, là, je suis en paix, oui, je me suis il va revenir. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est l'étape 1 de 5. C'est ça. On peut aussi ajouter d'écrire notre cauchemar, mais je dis toujours d'écrire les rêves au temps présent parce que ça ramène l'émotion. Mais le cauchemar, on l'écrit au passé parce qu'on ne veut pas que ça ramène l'émotion. Okay. Donc, on l'écrit au passé, on prend notre sketch, on prend notre description de rêve et on met ça dans ce que j'appelle une boîte à cauchemar. Alors, à côté de mon lit, j'ai aussi une boîte à cauchemar que j'ai décorée. Moi, j'ai décoré avec des petits minous. On décore avec ce qu'on veut. Et je serre ça là-dedans, puis j'y touche plus. Pour donc, 2 jours. Un rêve régulier, je dis... je rêve que je me rends à la plage avec ma cousine. Oui. Un cauchemar, c'est... J'ai rêvé que je me suis rendue à la plage avec ma cousine. C'est ça. Un rêve régulier, c'est je et au temps présent. Oui. Cauchemar, c'est au temps passé. Parfait. Donc, je mets mon sketch et la description de mon rêve dans la boîte à cauchemar. Je n'y touche plus pour 2 jours. Le temps que tout ça retombe. Et au bout de 2 jours, là, je le travaille. Alors, je le travaille. Ça, c'est la deuxième étape, c'est justement de les enfermer dans ma boîte à cauchemar parce que c'est mettre une distance. Mm-hmm. La troisième étape, c'est je le travaille. Je le travaille comme je travaillerais n'importe quel autre rêve.
avec n'importe laquelle des méthodes qui m'apparaît pertinente, n'importe quel des médiums. Pas n'importe quel des médiums. Quand c'est un cauchemar, je vais plutôt suggérer un médium sec parce que ça va moins ramener l'émotion que des médiums liquides, comme la peinture à doigts, l'aquarelle. Ça fait monter l'inconscient, donc on ne va pas là-dedans. Donc, un médium sec, c'est... Médium sec, pastel à l'huile, pastel sec, feutre, crayon de cire, crayon de bois. Donc, on peut utiliser le set de crayons de couleur d'une fille de 5 ans. C'est pas obligé d'être sophistiqué. Si elle veut. Si elle veut. Toujours demander l'autorisation avant d'utiliser les crayons là. Oui. Alors là, je le travaille, je le dessine et j'utilise ensuite la méthode par écrit Gestalt ou Jungienne pour mieux clarifier le message existentiel. Des fois, juste le dessiner, je vais comprendre le message existentiel, mais souvent, je vais devoir compléter avec la Gestalt, identification aux éléments du rêve, ou la méthode jungienne qui est de poser des questions aux éléments du rêve. Ça, la méthode Gestalt et jungienne, tu les décris dans tes livres? Dans mon livre, oui, dans les deux. Oui. La méthode jungienne, je pose une question et je ne cherche pas la réponse dans ma tête. J'écoute qu'est-ce que la personne du rêve ou l'élément, la chose, l'animal va me répondre. Donc, ça monte tout seul. Donc, tu es devant quand tu écris tes questions, tu attends qu'est-ce qui monte. Oui. Tu écris ça sans jugement. Première Exactement. fois, tu viens. Oui. Pas genre, c'est bien bizarre comme réponse. Non, c'est ça. Mm-hmm. Ça prend une certaine pratique pour arriver à faire confiance à ces réponses-là aussi. Mais très souvent, c'est tellement surprenant et tellement vrai qu'on comprend que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, je travaille le rêve. Une fois que j'ai compris le message existentiel, là, je vais identifier la ressource manquante. Parce que le cauchemar, ça nous révèle une ressource dont on a besoin, auquel je n'ai pas accès en ce moment. Soit un potentiel ou une capacité que j'ai niée en moi et que j'ai besoin d'avoir, comme par exemple de dire non, de mettre une limite, de me choquer, de m'affirmer. Souvent, c'est ça qui revient, mais ça peut être autre chose. Les grands classiques de faire de la thérapie. Les grands classiques en thérapeutique. Donc, j'identifie la ressource manquante et la façon de faire ça, souvent, ça va être de dessiner une fin positive au rêve. Parce que souvent, les rêves, les cauchemars, comme les rêves, ne se terminent pas. Mais si je dessine une fin positive, ça me montre qu'est-ce que j'ai besoin de faire, à quoi je veux arriver comme dénouement positif. Donc, souvent, à l'étape 4, je vais dessiner une fin positive au rêve ou simplement écrire une fin positive. Et ça m'aide à identifier c'est quoi la ressource manquante. Quelle bonne idée! Parce que c'est vrai qu'il y a la partie angoissante dans le cauchemar, c'est beaucoup de se sentir impuissant. Oui. Fait que là, en créant une fin alternative, ben mine de rien, on crée la ressource qui manque. Oui, mais attention, il ne faut pas dessiner « c'est pas arrivé ». Parce que ce serait nier une certaine réalité intérieure. Mais ça peut être de dessiner un comportement différent que j'ai ou un dénouement différent. Mais pas les événements difficiles ne se sont pas passés, ça donnerait rien. Oui. Donc, on est à l'étape 4. L'étape 5, c'est de mettre en pratique la ressource. Si je ne la mets pas en pratique, ça va revenir. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. La mettre en pratique dans la vraie vie, si je ne la mets pas en pratique, ça se peut que ça revienne, le cauchemar, parce que le message n'a pas été mis en pratique, n'a pas été vraiment compris, activé, si on peut dire. Donc, c'est important de le mettre en pratique, mais là, avec des petites étapes. Souvent, je dis baby step, des pas de bébé, des petits pas de rien, pour pas me faire peur. Donc, je commence à pratiquer cette ressource-là ou ce nouveau comportement dans des aspects plus faciles. Peut-être dire non, mais dans des choses plus faciles. Oui. Etc. Et puis, je vais prendre de l'assurance et je vais augmenter ma capacité à utiliser cette ressource-là. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi intérieurement. J'ai l'impression que bien que je suis une fan de l'auto-responsabilisation et prendre soin de soi, c'est peut-être quand même la partie qui serait pertinente d'avoir un soutien professionnel. Tu sais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que c'est parfois plus difficile. Là. C'est pas pour rien qu'on n'est pas capable de le faire ou qu'on a nié cette ressource-là, cette capacité-là. C'est une belle observation. C'est de faire tout le travail d'analyse de son rêve, puis après peut-être voir son thérapeute qu'on voit actuellement ou commencer un suivi en disant, tu sais, j'ai eu des prises de conscience importantes, mais si ça fait peut-être quand même 40 ans que j'ai de la difficulté à dire non, c'est pas pour rien non plus. C'est ça, oui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Hey, c'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler tellement longtemps. Ah oui, ça, oui. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, c'est quoi tes projets qui sont en cours? Comment est-ce qu'on... Nous, on va tous partager là, les liens et tout sur notre podcast, mais qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Par rapport aux rêves, c'est une session sur les rêves justement que je vais donner au Costa Rica avec Anne-Marie Jobin. Ça s'appelle Rêve, art-thérapie et journal créatif parce qu'Anne-Marie Jobin travaille avec le journal créatif qui est un peu différent de comment on travaille en art-thérapie. Donc, on joint nos deux façons. Ouais. Et ça fait une session très dynamique, très intéressante, et au Costa Rica. Donc, moi, j'ai besoin d'aller au Costa Rica pour me ressourcer. Donc, j'organise des sessions pour pouvoir y comme aller. une retraite, là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est une retraite de 2 semaines. En 2026, ça va être du 6 au 20 avril. À l'intérieur de ça, c'est vacances croissance. Donc, il y a une partie vacances, puis il y a 6 jours de session sur le rêve avec Anne-Marie. Sinon, il y a tes livres qu'on peut se procurer. Oui. En français, il y a aussi l'art-thérapie somatique, qui est le travail avec les douleurs corporelles, avec les sensations corporelles. Souvent, on arrive à diminuer ou même faire disparaître les douleurs en comprenant leur origine psychologique, parce qu'il y a, dans la douleur, il y a une partie physique, mais il y a une grosse partie, 70% qui est en fait une douleur émotionnelle, qui est cachée derrière la douleur physique. Donc, j'explique tout ça, puis j'explique encore là comment on peut le faire par soi-même. Mais ça peut être plus demandant, ça peut être plus une situation, si on a des douleurs qui demandent de voir un thérapeute, bien, encore là, il y a des choses qu'on peut faire par soi-même. En français, il y a aussi un livre publié chez Larousse avec Jocelyne Labrèche qui est Découvrir l'art-thérapie, mettre des mots sur les mots, MAUX, et des couleurs sur les douleurs. Alors ça, c'est les livres en français. En anglais, il y a la traduction de somatique, c'est Somatic Art Therapy. Et puis, j'en ai-tu un autre? Ben oui, le premier livre sur les rêves, il est traduit en anglais aussi. Oui. Dreams, Art Therapy and Healing. Merci beaucoup, Joanne. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci pour ton partage, toute ta connaissance. Je pense qu'on va tous aller faire dodo bien excités. Ben, c'est tellement fascinant, le monde des rêves. Je souhaite à tout le monde d'utiliser cet outil-là qui est abordable puis qui est disponible pour tout le monde. 100%. Merci. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!